tous. Alors, on continue avec notre chapitre 14, initiation à la thermodynamique. Donc, on a vu la dernière fois à travers l'activité expérimentale sur l'énergie interne, ce que c'était que l'énergie interne. On a découvert aussi une relation entre l'énergie interne et ce qu'on appelle la capacité thermique d'un matériau. Et donc, au niveau de ce que vous avez à savoir par rapport à ça, donc au niveau de l'énergie interne, donc vous avez ici la synthèse, donc je ne vais pas vous la regarder avec les différents types d'énergie macroscopique, cinétique, potentielle, l'énergie interne, on a vu ça dans le TP, les deux modes de transfert importants d'énergie entre deux systèmes, donc soit par travail, soit par transfert thermique, qu'on appelait anciennement par chaleur, les trois types de transfert thermique possibles, conduction, convection et rayonnement, à savoir repérer évidemment, à savoir reconnaître. Voilà, et voilà par contre ce qu'on avait vu dans le TP et qu'on n'avait pas encore vu en synthèse, c'est que quand on étudie des systèmes, on a pour chaque système, pour chaque matériau, ce qu'on appelle la capacité thermique, donc qu'on notera C. La capacité thermique s'exprime en joules par Kelvin ou en joules par degré Celsius. Et c'est quoi? C'est l'énergie qu'il faut lui céder pour que sa température augmente soit de 1 Kelvin, soit de 1 degré. D'accord? On parle aussi de capacité thermique massique, donc là ça fait intervenir la masse, on notera ça petit c, et cette fois-ci c'est en joules par Kelvin par kilogramme ou joules par degré Celsius par kilogramme. Et qu'est-ce que c'est pour un matériau, la capacité thermique massique? C'est sa capacité par unité de masse, c'est-à-dire que c'est l'énergie en fait qu'il va falloir fournir pour 1 kg de matériau pour augmenter sa température, soit de 1 Kelvin, soit de 1 degré. C'est pareil puisque c'est un écart de température, on l'a vu dans le TP. Et dans le TP, alors on l'a montré pour un exemple, qui ont chauffé de l'eau, mais on pourra l'utiliser pour tous, c'est que la variation d'énergie interne d'un système, donc l'énergie interne c'est U, donc variation d'énergie interne c'est delta U, ce sera la capacité thermique de l'objet fois la variation de température, ou alors c'est la masse du matériau fois la capacité thermique massique du matériau fois la variation de température. Delta U, c'est une variation d'énergie interne, donc une variation d'énergie, donc c'est en joules. Delta T, c'est une variation de température, c'est toujours le final moins initial. Donc température finale moins température initiale. C'est une variation de température qui pourra être exprimée de manière indifférente en Kelvin ou en degrés Celsius, puisqu'en fait, quand vous faites une variation en degrés Kelvin, c'est la même variation en degrés Celsius. Donc, tant que vous parlez de variation de température, Kelvin ou degrés Celsius, même combat. La masse du système, attention, en kilogrammes, d'accord. Et la capacité thermique du système, elle est écrite plus haut, elle est en joules par Kelvin ou en joules par degré Celsius, moins 1. Et la capacité thermique massique en joules par Kelvin par kilogramme ou en joules par degré par kilogramme. Voilà. Donc ça à retenir dès que vous allez avoir une variation d'énergie interne à calculer, qui est liée à la variation de la température du système, il faudra connaître la capacité soit souvent thermique massique, c'est souvent celle-là qu'on va vous donner de votre matériau, et pouvoir calculer comme ça la variation d'énergie au sein du système. Alors on vous donnera toujours les capacités thermiques massiques de certains matériaux. Donc là, dans l'exercice que vous aviez à faire, on vous donnait l'eau, le cuivre, l'éthanol, la brique, le verre et l'aluminium. Alors juste quand même, c'est pas juste des exercices comme ça, des petits calculs, faut comprendre un petit peu ce que ça veut dire. L'eau, sa capacité thermique massique, c'est 4180 joules par kilogramme par Kelvin. Alors que le cuivre, c'est 385. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement qu'il va être beaucoup plus facile de chauffer du cuivre que de chauffer de l'eau. D'accord? Puisque pour chauffer 1 kg de cuivre, pour augmenter sa température de 1 degré Kelvin ou de 1 degré Celsius, il faudra 385 joules. Alors que pour l'eau, pour 1 kg d'eau, donc 1 litre, d'accord, il faudra 4180 joules. Donc ça va être beaucoup plus compliqué. D'accord? Enfin, beaucoup plus long, en fait. Donc, ensuite, vous avez la brique, le verre, l'aluminium et l'éthanol. Alors, vous remarquez, l'aluminium 897, la brique 840, c'est pas si élevé que ça. L'éthanol, par contre,
2430, donc c'est relativement important également. Alors, les deux petits exercices que je vous proposais. Quelle énergie faut-il fournir à 1 kg d'eau pour élever sa température de 2 degrés? Alors, on fait l'analyse. 2 degrés, c'est delta T. D'accord? 1 kg, c'est la masse. On connaît la capacité thermique massique de l'eau. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut calculer delta U? La variation d'énergie interne, c'est-à-dire l'énergie qu'il va falloir fournir, c'est par définition la masse du matériau fois sa capacité thermique massique fois le delta T. Donc, il n'y a plus qu'à calculer. On peut mettre le delta T en degrés, en Kelvin, c'est exactement la même chose, puisque la capacité thermique massique, c'est par Kelvin, mais c'est la même chose par degré. Elle aura la même valeur. D'accord? Donc, ça nous donne, au final, donc mieux rédigé, parce que écrire à la souris, ça va bien 2 minutes. Donc, delta U égale la masse de l'eau fois la capacité thermique de l'eau massique fois delta T. On arrive à 1 kg fois 4180 fois 2 degrés, 8360 joules. Ensuite, calculer la variation d'énergie interne de 150 litres d'eau chauffée de 15 degrés à 65 degrés. Alors, le plus important, c'est pareil, c'est l'analyse. Nous, il nous faut, dans cette expression, la masse de l'eau. Or, vous savez que 150 litres d'eau, ça correspond à 150 kilos. Alors, d'où ça vient? Alors, vous savez depuis longtemps que 1 litre d'eau, ça pèse 1 kg. Ça vient de la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau, c'est 1,0 kg par litre. Donc, si vous avez le volume et que vous voulez la masse volumique de l'eau, ça nous fait des petits rappels, c'est la masse de l'eau sur son volume. Donc, si vous voulez la masse de l'eau, vous faites ρ fois V. D'accord? Attention aux unités. Rho en kilogrammes par litre, le volume en litres. Donc, ça fait 1 kg par litre fois 150 litres. On arrive bien à 150 kg. Donc, première chose. Donc, on a la masse. On a la masse d'eau. Ensuite, on a toujours la capacité thermique massique de l'eau. D'accord? Et c'est quoi là? 15 degrés à 165 degrés, pardon. C'est le delta T en degrés Celsius. Il sera égal à 65, température finale, moins 15, température initiale. Donc, on a la variation de température entre les deux. On a tout. Donc, du coup, on peut avoir la variation d'énergie interne ou l'énergie qu'il faudrait fournir pour chauffer 150 litres d'eau et les faire passer de 15 degrés à 65 degrés. Accrochez-vous pour la valeur. Alors, on trouve combien? Donc, on fait le même calcul. Avec, si on rédige correctement, la masse d'eau, c'est ρ fois V. Donc, on l'écrit dans le calcul littéral. Fois la capacité thermique massique fois le delta T. En degrés ou en degrés Celsius ou en degrés Kelvin, c'est pareil. Et on tombe, attention, accrochez-vous, 3,1 10 puissance 7 joules. Là, on passe à autre chose, évidemment. C'est une énergie qui est quand même assez importante. Pour chauffer 150 litres d'eau, c'est pas rien. D'accord? On continue. Alors, on vous demandait de calculer la température finale. Alors, c'est un peu tout ce qu'on peut vous demander avec cette expression. En gros, la température finale d'un morceau de cuivre. Donc, c'est du cuivre, le matériau, de 500 grammes. Donc, on connaît la masse. Initialement à 312 degrés Kelvin, recevant une énergie de 10 000 joules. Alors là, qu'est-ce qu'on connaît? Alors, on connaît delta U. C'est 10 000 joules. C'est en joules, pas de problème. On sait qu'on a du cuivre. Alors, le cuivre, c'est 385, sa capacité thermique massique. Donc, on connaît la capacité thermique massique du cuivre. D'accord? 500 grammes, on connaît la masse de cuivre. Sauf que nous, il faut mettre en kilos. Donc, 500 grammes, ça fait 0,500 kilos. D'accord? Et on connaît, attention, 312 Kelvin, c'est la température initiale. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut la température finale. Donc, il va falloir se débrouiller pour avoir la température finale en connaissant tout le reste. Alors, notre calcul littéral, c'est delta U égale la masse de cuivre fois la capacité thermique massique du cuivre fois le delta T. Le delta T, c'est TF moins TI. D'accord? Donc, il faut que je me débrouille pour sortir le TF. Donc, on va développer déjà, pour ceux qui auraient un peu de mal. Ça fait M fois C de cuivre fois TF moins M fois C fois TI. On développe. Donc, MC
je vais aller juste un petit peu plus vite, hein, fois, je mets pas tout, fois TF, moins MC fois TI. D'accord? Et ensuite, on va se débrouiller pour sortir le TF. Donc, on va faire passer le moins MC fois TI de l'autre côté. Et ensuite, on va diviser par MC. Donc, je peux le faire. Hein, ça fait delta U. Je fais passer ça de l'autre côté. Là, il y a un moins. Donc, ça devient un plus. M fois C fois TI égale M fois C fois TF. D'accord? Je veux le TF. Donc, je fais passer, là, c'est que des multipliés. Je divise par MC partout. Donc, de l'autre côté. Hein, donc, ça fait delta U plus M fois C fois TI. Tout ça divisé par M fois C. Et ça, c'est bien égal à TF. Du coup, alors, soit vous laissez comme ça, soit vous simplifiez. Ça fait delta U sur MC plus MC sur MC, ça s'en va, plus TI. Et ça, ce sera égal à TF. D'accord? Alors là, par contre, je vais vous montrer la correction, l'application numérique. Il faut faire juste attention aux unités. Delta U en joules, M en kilogrammes, C en joules par kilogramme par Kelvin. D'accord? Donc, vous allez avoir quelque chose ici. Plus TI. Alors attention, si vous mettez TI en degrés Kelvin, vous aurez à la fin TF en degrés Kelvin. D'accord? Donc, ça nous donne, au final, on y va. Donc, delta U 10 000 joules, on l'a dit. La masse de cuivre, 0,500 kg. Delta T, TF moins TI. Bon, pas de souci. Alors, est-ce qu'on arrive à ce que j'avais trouvé? Oui, alors moi, dans ma correction, je n'ai pas simplifié aussi. J'ai simplifié, voilà. On arrive à ce que j'ai trouvé juste avant. Alors, on fait attention aux unités. Et on trouve, donc 10 000 divisé par 0,500 fois 385 plus 312, on trouve 364 Kelvin. Donc, ça veut dire que la température finale, c'est 364 Kelvin et que la variation de température, elle vaut 90,9 degrés Kelvin ou 90,9 degrés Celsius, puisque la variation, c'est la même en degrés Kelvin ou en degrés Celsius. D'accord? J'espère que ça va. Alors, c'est pas anodin, tout ça, c'est intéressant hein, pour ceux qui s'intéressent aux matériaux ou qui feront plus tard des études où on parle de matériaux et de comportement de matériaux, parce que c'est très important hein, pour certains ingénieurs de savoir quelle est la capacité thermique, en combien de temps, là il n'y a pas l'histoire de temps, mais ça peut intervenir, on peut chauffer un matériau, à combien on peut le chauffer, combien de temps ça va prendre, quelle masse il faut prendre, etc., quelle énergie ça va demander. Tout ça, c'est des choses qui sont pour l'instant basiques hein, ici, mais qui sont très importantes après, qui peuvent être très importantes pour certains ingénieurs. Alors, on continue avec l'exercice numéro 2 qui nous parle d'un chauffe-eau tout simple, hein, d'un chauffe-eau solaire. Donc, un capteur solaire, mais qui sert à chauffer de l'eau. Là, hein. Ce n'est pas des cellules photovoltaïques qui vont permettre d'avoir de l'électricité à la fin. Donc, vous avez ici un petit schéma avec un capteur solaire. D'accord. Vous avez donc les rayons lumineux, les rayonnements solaires qui arrivent ici. Vous avez de l'eau ici qui est chauffée et de l'eau chaude qui sort, d'accord? De l'eau froide qui rentre, de l'eau chaude qui sort. Alors, on vous dit que l'eau circule dans un circuit primaire d'un chauffe-eau solaire utilisant la puissance solaire reçue. On vous donne la puissance solaire, donc en watts, 2200 watts, et qui sert à chauffer 200 litres d'eau. Donc, vous avez 200 litres d'eau là-dedans. C'est un peu comme la résistance d'une bouilloire, hein, on est d'accord. En 1 heure, on nous donne un temps ici, la température de l'eau passe de 15 degrés à 22 degrés. Donc, on nous donne un delta T ici. D'accord, on va pouvoir la voir. On nous donne un delta petit t aussi. Ça, c'est le temps. D'accord, la durée d'utilisation, 1 heure. Et on nous donne un volume d'eau et une puissance solaire. Et on nous donne la capacité thermique massique de l'eau qu'on vient de voir, hein, 4180 joules par kilogramme et par Kelvin ou par degré. Hein, je répète, c'est la même chose. Alors, on y va. On nous demande de compléter la chaîne énergétique. Alors, je vous rappelle, vous avez peut-être été voir l'animation, hein. Je vous rappelle qu'ici, on a un convertisseur. C'est quelque chose qui va convertir une forme d'énergie en une autre, que vous avez sur les flèches. Et ici, vous avez ce qu'on appelle des réservoirs. Donc, ce qui est, que je représentais moi par des rectangles jaunes, des réservoirs, c'est-à-dire ce qui va pouvoir donner une certaine forme d'énergie. Alors ici, c'est quoi notre convertisseur? C'est le capteur solaire. D'accord? Le capteur solaire, il va convertir une énergie en une autre.
D'accord? Il va convertir quelle énergie en quelle énergie? Bah, l'énergie solaire, donc on peut appeler l'énergie lumineuse ou énergie de rayonnement, puisqu'on a vu que le transfert se fait par rayonnement. Et qui donne cette énergie par rayonnement? Bah, c'est le soleil, évidemment. Hein. D'accord? Le petit soleil que vous avez là, il nous donne des rayons lumineux, donc de l'énergie lumineuse ou de l'énergie de rayonnement. Et ce capteur solaire va transformer ça en quoi? Bah, les rayons du soleil ici, donc cette énergie va être donnée. Il y a de l'eau qui circule là-dedans, d'accord? Et cette eau va être chauffée, d'accord? Donc du coup, ça transforme en énergie thermique. D'accord? Donc c'est de l'énergie thermique et elle va permettre de chauffer quoi? L'eau. Ok? Alors c'est quoi ce dernier rectangle? Ah bah ça c'est le milieu extérieur. Donc c'est tout ce qu'il y a autour. Malheureusement, parce qu'on ne chauffe pas que l'eau. Et forcément, bah, il y a des pertes. Il y a toujours des pertes. Donc, bah, il y a aussi de l'énergie thermique qui est donnée au milieu extérieur. D'accord? Donc, voilà les transferts que vous avez, la chaîne énergétique que vous pouvez dessiner pour ce chauffe-eau solaire, tout simplement. Alors, c'est pas chauffe-eau, c'est pas donc pour faire de l'électricité, hein, c'est juste pour chauffer de l'eau. Alors, ensuite, on vous demandait de déterminer le rendement. Alors, c'est la lettre grecque eta. D'accord? Vous pouvez dessiner comme ça avec une barre plus longue à droite de ce chauffe-eau solaire. Alors, souvent, dès que vous avez un appareil thermodynamique qui fait intervenir des échanges thermiques, on va vous demander le rendement de cet appareil. Pareil pour les appareils électriques. On nous demande le rendement de l'appareil. Ça veut dire quoi? Bah, on essaye d'avoir le moins de pertes possible. Et alors, ce rendement, c'est facile à savoir. Moi, ce qui m'intéresse pour mon chauffe-eau solaire, c'est cette partie-là. D'accord? Les pertes, elles sont là. Ça, c'est les pertes. Et ça, bah, c'est embêtant parce qu'on perd de l'énergie bêtement. D'accord? Donc, on essaye d'avoir le rendement le plus intéressant, c'est-à-dire le moins de pertes possible. Et comment on fait pour avoir le rendement? Bah, c'est l'énergie qui est utilisée, donc c'est celle-ci qui va être utilisée pour chauffer l'eau. Donc, on appelle ça l'énergie utile sur l'énergie reçue par le convertisseur. Donc ici, l'énergie reçue, c'est l'énergie reçue, l'énergie lumineuse. Donc l'énergie reçue par rayonnement. Donc énergie reçue au départ par le capteur, c'est celle-ci. L'énergie utilisée, c'est celle-ci. Et ça, c'est des pertes. D'accord? Donc dans le rendement, ça n'intervient pas. Donc le rendement, c'est l'énergie utile divisée par l'énergie reçue. Et on multiplie par 100 en général pour avoir un pourcentage. Donc le rendement va être exprimé en pourcentage. Si c'est 100%, bah, c'est parfait, il n'y a pas de perte. Bon, ça n'arrive jamais. Si c'est faible, c'est pas intéressant. Si c'est en dessous de 50% par exemple, ou même 50%, c'est quand même pas terrible. Il faut que ce soit le plus proche de 100% pour que ce soit intéressant. Alors ici, il nous faut calculer ce rendement. Donc il nous faut calculer l'énergie utile, c'est-à-dire celle-ci, et l'énergie reçue, c'est-à-dire celle-là. Alors, c'est quoi l'énergie utilisée? Bah, c'est l'énergie qui va être donnée à l'eau pour élever sa température de 15 degrés à 22 degrés. Donc, ça va être quoi l'énergie utile? Bah, c'est la variation d'énergie interne de l'eau, d'accord? Quand elle va passer de 15 degrés à 22 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ça? Bah, on sait que delta U, ce sera la masse d'eau. Alors, est-ce qu'on la connaît? On va voir. Fois la capacité thermique massique de l'eau, on la connaît, elle est là, multipliée par la variation de température. On la connaît, on passe de 15 à 22 degrés. Donc, ça va être 22 moins 15. D'accord? Et la masse de l'eau, est-ce qu'on connaît? Bah, on sait qu'on a 200 litres d'eau, on vient de voir avec la masse volumique. Ça pèse 200 kg. D'accord? Donc, je peux calculer assez facilement delta U. Je connais la masse, 200 kg. Je connais la capacité thermique massique de l'eau, 4180. Et je connais le delta T que je peux mettre en degrés Kelvin ou en degrés Celsius, 22 moins 15. Donc, ça, je l'ai. D'accord? Ensuite, l'énergie reçue. Alors, c'est celle qui a été reçue ici. Donc, c'est ça, l'énergie reçue. Alors, c'est le soleil qui donne cette énergie. Alors là, qu'est-ce qu'on nous donne pour pouvoir calculer cette énergie reçue? Bah, on nous donne la puissance solaire reçue. P égale 2200 watts. Et on sait qu'on l'utilise pendant 1 heure. Alors là, il faut se souvenir du rappel que je vous ai dit tout au début du chapitre la dernière fois. C'est que quand vous avez la puissance et que vous avez le temps, l'énergie
ici l'énergie qui sera reçue, ce sera la puissance fois la durée. D'accord? Donc cette énergie reçue ici, ce sera 2200 watts fois delta T. Alors attention, il faut mettre delta T en secondes et pas en heures pour avoir l'énergie en joules dans les rappels que je vous ai donnés. Donc c'est bon, on a tout ce qu'il faut pour avoir l'énergie reçue, pour avoir l'énergie utile, donc tout pour avoir l'énergie, enfin le rendement. Alors ça nous donnerait quoi? Juste le calcul littéral. Après je vous montre ce que ça donne bien comme il faut. Donc le rendement serait, l'énergie utile c'est delta U, c'est-à-dire la masse de l'eau fois la capacité thermique massique de l'eau fois le delta T divisé par l'énergie reçue, c'est P fois delta petit t cette fois-ci, puisque c'est le temps. Attention aux unités. Alors, ça nous donne quoi au final? Alors voilà pour la chaîne énergétique que je vous ai faite, qui est un peu mieux ici. Et j'ai rajouté que c'est des échanges thermiques, donc c'est Q, la lettre appropriée pour ces échanges. Il n'y a pas de travail ici mécanique. Alors, ça nous donne, donc voilà, l'énergie reçue, P reçue fois delta petit t. Attention, T en secondes. Delta U, c'est ce qu'on a dit. Alors ici, j'ai juste mis delta θ. Pourquoi? Parce que grand T, c'est souvent utilisé pour les Kelvin. Je crois que je l'ai déjà dit. Et θ pour les degrés Celsius. Bon, c'est pas très grave que vous mettiez grand T ou θ. Et donc, on arrive à ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà pour le rendement. D'accord. Pour la masse de l'eau, on utilise la masse volumique comme on a dit tout à l'heure. Et attention, pour le delta petit t, c'est 1 heure, donc 3600 secondes. On arrive à 0,739. Si je multiplie par 100, j'arrive à un pourcentage, 73,9%. Alors, on pourrait dire, c'est pas mal, on est près de 75%, d'accord. Le problème, c'est quand même que ça veut dire que le reste, c'est des pertes. Donc, ça veut dire si je fais 100% moins 73,9%, j'arrive à 26,1% de pertes énergétiques. On dit que ce sont des pertes, donc c'est de l'énergie thermique qui est perdue, donc c'est des pertes par chaleur, anciennement, le terme utilisé. Et on dit que c'est des pertes par effet Joule, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc en fait, dès que vous chauffez un truc, donc par exemple dans une bouilloire, vous chauffez l'eau, mais vous avez énormément de pertes par effet Joule vers le milieu extérieur. Vous chauffez aussi la bouilloire, vous chauffez l'air qui entoure la bouilloire. Si vous mettez votre main, vous voyez bien, vous récupérez de la chaleur par conduction. Donc ça veut bien dire qu'on avait des pertes. On ne chauffe pas que l'eau, évidemment. Donc il y a toujours des pertes par effet Joule. Pareil, quand vous utilisez un appareil électrique, vous avez toujours des pertes par énergie thermique vers le milieu extérieur. Bon, j'espère que ça va pour ces deux exercices, ces deux petites applications. On va passer maintenant à ce qu'on appelle faire des bilans énergétiques. Alors, pour les bilans énergétiques, il y a une méthode pour effectuer ce bilan. D'abord, il faut définir le système et les milieux qu'on va appeler extérieurs, qui sont susceptibles d'échanger de l'énergie entre eux. Donc, le système qui nous intéresse, qui va échanger de l'énergie avec des milieux ou des réservoirs d'énergie. Ensuite, on va lister les différents types de transferts. Donc, soit on a dit transfert par travail, mécanique ou électrique, ou alors transfert thermique ou anciennement par chaleur, entre donc le système et le milieu extérieur ou les différents réservoirs possibles. Ensuite, on va repérer par des flèches le sens des transferts. Est-ce que le système reçoit de l'énergie ou est-ce qu'il en perd? Et sur ces flèches, on va indiquer également le signe du transfert. Si le système reçoit de l'énergie, le transfert est positif. Si le système perd de l'énergie, le transfert est négatif. Bon, c'est assez logique. Alors, un exemple tout simple, vous avez une tasse de café chaud, il est chaud, du coup, il va forcément y avoir des transferts thermiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a quand même, le plus évident, évidemment, c'est que ce café va perdre de l'énergie, d'accord, sous forme thermique, par transfert, par rayonnement et convection. Alors oui, ça rayonne, on envoie de l'infrarouge. Dès que vous avez une température assez, même pas forcément élevée, on rayonne des infrarouges. Nous-mêmes, nous rayonnons des infrarouges. Et aussi par convection. On a vu ces deux modes de transfert d'énergie thermique, par rayonnement et par convection. Donc, ce café chaud perd de l'énergie Q inférieure à 0 par rayonnement et par convection. Ensuite, au niveau de la tasse, si quelqu'un touche la tasse, ça va être chaud. On a une perte d'énergie, donc encore une fois, signe négatif, par conduction cette fois-ci. D'accord ? Et ensuite, ce café chaud, même si on n'y pense pas tout de suite, va recevoir de l'énergie, oui, par rayonnement.
il y a de la lumière, hein, il y a des rayons lumineux, donc il va recevoir de l'énergie. Donc cette fois-ci, c'est un transfert thermique positif, donc Q positif, par rayonnement. Donc on peut faire comme ça des schémas avec ce qui est perdu, ce qui est reçu et les différents modes de transfert. Alors, premier exemple sur la compression d'un gaz. Donc, on verra 3 exemples, compression d'un gaz, réfrigérateur et pompe à chaleur. Alors, d'abord, compression d'un gaz. Donc, on en a déjà un petit peu parlé. Vous avez un piston dans une seringue et vous avez un gaz qui est comprimé à l'intérieur. Ça peut être de l'air, évidemment. Donc, au départ, la température du gaz est la même que la température extérieure. Il y a exactement la même température. On va ensuite appuyer sur le piston, donc exercer une force F ici, pour comprimer le gaz. Donc on a vu, hein, le gaz est comprimé, le volume va diminuer ici. Quel est le système qui reçoit et échange de l'énergie? Évidemment, c'est le gaz qui va être comprimé. C'est lui le système qui va nous intéresser, qui va échanger de l'énergie avec le milieu extérieur. Quand on appuie sur le piston, donc on exerce une force, quel type de transfert a lieu? Alors c'est évidemment un transfert par travail, donc un transfert par travail mécanique. Ce gaz va recevoir de l'énergie sous forme de travail. Le transfert est un transfert par travail. Comment évolue l'énergie interne du système? Donc ça, on l'a vu dans le TP. L'énergie interne du système va augmenter. On en a parlé, on a dit que les molécules de gaz allaient s'accélérer, donc l'énergie cinétique microscopique va augmenter et on en a déduit que l'énergie interne augmentait. Donc delta U va augmenter. Donc ça veut dire, si delta U augmente, que le système a reçu de l'énergie et ça veut donc dire que il a reçu de l'énergie par travail et que ce transfert va être positif. Donc W supérieur à 0. Positif pour notre gaz. À la fin, le gaz a-t-il la même température qu'à l'extérieur? Si on considère que delta U donc a augmenté, ça sous-entend que la variation de température a été positive. D'accord? Donc delta U, c'est pas d'ailleurs c'est mal dit, c'est pas bien ce que j'ai fait. C'est delta U qui va être positive, hein, et c'est U qui va augmenter. D'accord? Donc là pareil, delta U positive, U qui augmente. Donc la variation de température va être positive. D'accord? Donc ça veut dire que la température finale va être supérieure pour notre système, pour notre gaz, à la température initiale. Donc ça veut dire que notre gaz, à la fin là, de ce premier transfert, va avoir une température supérieure à la température ambiante, donc la température du milieu extérieur. Donc qu'est-ce qui va se passer forcément ensuite? Quel type de transfert va avoir lieu ensuite? Un transfert thermique, évidemment, vers le milieu extérieur. Et ce transfert va-t-il être reçu ou perdu par le système? Puisque notre système a une température qui va être supérieure au milieu extérieur, cette fois-ci, le système va perdre de l'énergie par transfert thermique. Donc, ce transfert va être négatif ici. Au niveau final, construire le diagramme énergétique qui modélise la situation, vous avez ici le gaz, d'accord? Le gaz reçoit de l'énergie par travail, c'est donc la flèche vers le gaz, le travail positif, d'accord? Et il va perdre de l'énergie par transfert thermique Q négatif vers le milieu extérieur ici. D'accord? Qui c'est qui donne le travail? C'est la main. Hein. La main qui va permettre d'avoir ce transfert thermique par travail. Donc on a un transfert par travail au départ, l'énergie reçue par le gaz, et ensuite de l'énergie perdue par le gaz par transfert thermique, cette fois-ci du coup négatif. Alors, si on regarde, voilà, au niveau d'une correction un peu mieux écrite, donc le système, le gaz, transfert par travail, on l'a dit, delta U, alors j'ai fait la même bêtise dans ma correction, delta U positive, parce que U augmente, donc le transfert par travail est positif, delta U est positive, donc delta T est positive, même bêtise, donc TF supérieur à TI. Donc on a bien un transfert thermique et qui va être cette fois-ci perdu par le système vers le milieu extérieur. Donc voilà ce que vous avez.
Alors, exemple 2, le réfrigérateur. Donc, vous avez une petite vidéo, hein, vous pouvez regarder sur comment fonctionne un réfrigérateur, très, très bien expliqué, vulgarisé. Alors, nous, on va regarder un petit peu en détail, donc comment marche un frigo. Alors, c'est un petit peu comme, c'est le même principe, c'est toujours le même principe d'ailleurs, que ce qui se passe quand vous transpirez, donc vous avez couru, voilà, vous arrêtez, vous transpirez, et on a comme une sensation de froid quand on est... pas forcément même dans un courant d'air, hein, mais on peut avoir froid même s'il n'y a pas de courant d'air. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il y a un échange thermique entre notre peau et la sueur. Donc l'eau, hein, on va simplifier. Parce que l'eau va s'évaporer. Et en s'évaporant, elle va prendre de l'énergie à notre peau. Alors j'en profite, hein, ici c'est marqué, comme dans la vidéo d'ailleurs, on parle de calories, on prend des calories. Calories, c'est une autre unité d'énergie, hein. L'unité du système international, c'est le joule, mais on utilise depuis très longtemps les calories. Et quand on vous parle de kilocalories, bah il y a une conversion à faire pour obtenir des kilojoules, mais c'est de l'énergie. Donc quand on dit on fait un régime, on va perdre des calories, bah en fait, on va perdre de l'énergie. Mais oui, parce que l'énergie, bah, quand vous mangez, vous récupérez de l'énergie en fait grâce aux aliments que vous mangez. Donc calories, c'est une autre unité d'énergie. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, un échange entre la peau et l'eau. L'eau va s'évaporer. Pour s'évaporer, elle prend de l'énergie à votre peau et donc votre peau perd de l'énergie. Donc échange thermique vers l'eau, une perte d'énergie, donc un échange thermique négatif et donc c'est pour ça que vous avez une sensation de froid. D'accord? Bah pour le réfrigérateur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un liquide, vous allez voir, qu'on appelle un fluide frigorigène. Alors, c'est liquide gaz, hein, vous allez voir. Bon, c'est un fluide qui va s'évaporer. Et en s'évaporant, bah, il va prendre des calories à l'intérieur du frigo. Donc, il va prendre de l'énergie à l'intérieur du frigo et donc refroidir le frigo pour que les aliments soient au froid, évidemment. Et pour qu'il se conserve mieux. Alors, vous avez ici pas mal de documents, hein. D'abord, le principe du réfrigérateur. Donc, on vous dit qu'un réfrigérateur transporte de la chaleur, alors c'est anciennement chaleur, hein, mais d'un endroit à un autre. Oui, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'énergie transportée d'un endroit à l'autre, hein. On va faire des transferts énergétiques. C'est véhiculé par un fluide qu'on appelle le fluide frigorigène. C'est lui qui va subir des transformations thermodynamiques. Donc, vous allez voir compression, détente. Vous allez voir, c'est toujours le même principe. Et donc, ça repose sur deux principes. D'abord, un fluide, un liquide, du coup, pour s'évaporer et passer à l'état gazeux, va prendre de l'énergie sous forme de chaleur, vous allez voir. Et quand ça va être l'inverse, quand un gaz va se condenser, donc passer à l'état liquide, bah, le gaz va libérer de l'énergie, donc sous forme de chaleur. D'accord ? Donc, pour s'évaporer, il a besoin d'énergie. Pour se condenser, au contraire, il va rendre cette énergie. Alors, on vous parle ici du fluide frigorigène, hein, qui a changé ça n'a pas été le même fluide frigorigène au cours des siècles, hein, d'accord? Donc déjà, au XVIIIe siècle, on produisait déjà de la glace, hein, on utilisait déjà des fluides frigorigènes avec de l'éther, mais alors le problème, c'est que l'éther, c'est hautement inflammable, donc on a changé pour l'ammoniac, mais l'ammoniac étant toxique, on a abandonné tout ça. Maintenant, alors on a utilisé jusqu'en 1997 des CFC, donc des composés fluorochlorés, mais qui étaient dangereux pour l'environnement, néfastes pour l'environnement, donc on les a remplacés par les HFC, hydrofluorocarbone, qui sont moins néfastes pour l'environnement. Et on cherche encore d'autres alternatives. Alors, au niveau du fonctionnement du frigo, donc voilà votre frigo. Attention ici, vous avez plusieurs endroits, donc 1, 2, 3 et 4 pour les différentes étapes qui vont se produire au niveau du fonctionnement du réfrigérateur. Les serpentins que vous avez ici, là, que vous voyez là, on les voit, mais ils sont à l'extérieur du frigo, ainsi que le compresseur, alors que le serpentin que vous avez en haut ici se trouve à l'intérieur du frigo. D'accord ? Enfin, plus à l'intérieur, évidemment, que le reste. Alors, vous avez... Première étape, c'est ici, c'est ce qu'on appelle la compression. Donc vous avez un compresseur, donc ça marche à l'électricité, hein, c'est pour ça qu'on doit brancher notre réfrigérateur sur le secteur, c'est à cause de ce compresseur. Donc il comprime le frigorigène gazeux. Donc on a un gaz, donc HFC, hein, hydrofluorocarbone, qu'on va comprimer. D'accord? Donc pourquoi on va comprimer? Donc comme on comprime, on va appuyer comme sur une seringue, hein, comme un piston sur une seringue. Ça va réduire le volume et ça va augmenter la température du gaz. Donc imaginez, hein, c'est comme quand vous appuyez sur une seringue, les molécules vont s'agiter davantage, on augmente l'énergie interne, on augmente la température, on va passer à 60 degrés Celsius
maximum au niveau du gaz ici, au niveau de la compression. Donc ensuite, le gaz, il va passer ici, d'accord, jusqu'à l'étape numéro 2, c'est la condensation. Alors comme son nom l'indique, ça veut dire que le gaz va passer de l'état gazeux à l'état liquide. Et bien oui, parce que ce gaz gazeux va circuler dans les tuyaux de ce qu'on appelle un condenseur au dos du réfrigérateur. Et au dos du réfrigérateur, ben, on est en contact avec le milieu extérieur. Le milieu extérieur qui est à peu près à 20 degrés. D'accord? Donc, on a du gaz à 60 degrés et le milieu extérieur à 20 degrés. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Le gaz va libérer sa chaleur et va se condenser. Donc, il va passer à l'état liquide, d'accord, se refroidir, et il va se refroidir en libérant sa chaleur vers le milieu extérieur. Ça peut aller jusqu'à 60 degrés donnés au milieu extérieur. C'est pour ça que derrière un frigo, c'est très très chaud. Si vous touchez les tuyaux, c'est très très chaud et vous avez une sensation de chaleur quand vous êtes à proximité du frigo derrière. D'accord? Donc la condensation, le gaz ici va passer à l'état liquide, va se condenser en libérant sa chaleur vers le milieu extérieur. Ensuite, on arrive ici, à la partie 3. Alors ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle la détente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va détendre le fluide qui est maintenant liquide. D'accord? Il va passer dans un détendeur et le détendeur va diminuer la pression. Et en diminuant la pression, bah, on va diminuer la température. Donc ici, on va diminuer drastiquement la température du liquide qui va passer à moins 30 degrés. En détendant, on passe à moins 30 degrés, on refroidit. Imaginez, c'est comme si vous, avec le piston de la seringue, au lieu de comprimer, vous faites le contraire. Vous détendez. Bah là, on va diminuer la température, hein, l'énergie interne diminue. D'accord? Et la dernière étape, donc on est ici, au niveau du haut, hein, du serpentin ici, ça va être l'évaporation. Donc là, on est à l'état liquide pour le fluide. Bah, il va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Donc le frigorigène, donc le fluide frigorigène liquide, il circule dans les tubes dans le plafond du réfrigérateur. Il est à basse pression puisqu'il a été détendu. Il est à très basse température et il va du coup s'évaporer en absorbant la chaleur de l'appareil. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un fluide à moins 30 degrés et vous avez l'intérieur du réfrigérateur qui n'est pas du tout à moins 30 degrés, qui a une température beaucoup plus élevée. D'accord? Bah, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir transfert d'énergie de l'intérieur du frigo vers le fluide et ça va réchauffer le fluide, le liquide. Et ça va permettre d'enlever de l'énergie du frigo, donc de refroidir le frigo, mais de réchauffer le liquide. Et donc le liquide, en se réchauffant, va s'évaporer et repasser à l'état gazeux. D'accord? Et donc ensuite, on recommence. Le fluide à l'état gazeux repasse dans les tuyaux pour aller jusqu'au compresseur et on recommence un nouveau cycle. D'accord? Donc, le frigo, ça marche avec 4 étapes. Une première étape, compression. Ensuite, le gaz passe à l'état liquide. Ensuite, on détend le liquide, ça le refroidit. Et ensuite, le liquide absorbe, donc qui est très froid, va s'évaporer en absorbant, entre guillemets, hein, en récupérant de l'énergie à l'intérieur du frigo. Donc, ça va permettre de refroidir le frigo, en gros. Hein. D'accord? Donc, 2 températures à retenir, hein, qui sont la température à la sortie du compresseur, donc 60 degrés pour le gaz, et la température à la sortie du détendeur, hein, très froide, hein, moins 30 degrés. Donc, l'énergie extérieure, elle est nécessaire, donc l'énergie électrique, hein, pour faire marcher le compresseur. Comme si vous appuyez sur le piston d'une seringue, hein, on a besoin d'énergie pour ça, donc vous avez besoin d'énergie électrique ici. Le reste, il n'y a pas besoin. D'accord? Au niveau du détendeur, il n'y a pas besoin. Hein, une fois que c'est comprimé, pour détendre, c'est pas un problème. On n'a pas besoin d'énergie supplémentaire. Alors, vous avez un petit schéma qu'il va falloir compléter, évidemment, qui explique tout ça. Alors, première chose, quel est le système qui est étudié ici et qui va entraîner des transferts avec les différents milieux extérieurs ou réservoirs? C'est évidemment le fluide frigorigène. Donc, c'est lui qui va être notre système qui va échanger de l'énergie, donc le fluide frigorigène. Alors, on vous demande ce qu'on va faire sur le modèle simplifié du réfrigérateur que vous avez ici. Compléter les 2 températures manquantes, on va regarder. Indiquer le sens des transferts d'énergie, donc on fait un bilan énergétique. Hein. On va orienter les flèches pour savoir si c'est reçu ou si c'est perdu. Et on va indiquer la nature de ces transferts. Est-ce que c'est des transferts par travail, électrique ou mécanique, ou transferts thermiques, donc par chaleur. Et évidemment, le signe des transferts, si c'est reçu ou si c'est
perdu. Alors, on y va. Alors déjà, on essaye de repérer où on est. Donc là, on a le frigo avec l'intérieur du frigo. Ici, on a le compresseur. Alors, on est parti de là tout à l'heure. Hein, c'était là notre première étape. Et à la sortie du compresseur, on avait quelle température? On avait une température élevée de 60 degrés maximum. Hein, 60 degrés à la sortie du compresseur. Au niveau du condenseur, donc on est ici. Ensuite, on passe au niveau du détendeur. Et au niveau du détendeur, donc c'est une soupape, on va baisser la pression. On arrive à une température de moins 30 degrés Celsius. Donc là, on refroidit. Et ensuite, on arrive au niveau de l'évaporateur. Donc c'est là où le liquide va s'évaporer, repasse à l'état liquide et on repasse à l'état gazeux, pardon, et on repasse au niveau du compresseur. Ensuite, au niveau des échanges énergétiques, ils se font où? Alors, au niveau du compresseur, bon là, vous l'avez, la flèche, hein, c'est un travail, d'accord? C'est un travail électrique et le système reçoit de l'énergie. Donc, c'est un transfert positif, évidemment, qui va permettre de comprimer le gaz ici. Ensuite, au niveau du condenseur, qu'est-ce qui se passe? On a notre gaz qui est à 60 degrés, l'extérieur qui est à 20 degrés. Donc, on va avoir notre gaz, évidemment, qui va perdre de l'énergie et donner de l'énergie sous forme thermique, donc Q, à l'extérieur. Donc là, on se base par rapport, notre système, c'est le fluide frigorigène. Ce fluide, qui est dans les tuyaux ici, perd de l'énergie, donc Q négative. Donc, la flèche vers l'extérieur. Ensuite, bon, on a le détendeur, donc là ça se détend. Et au niveau de l'évaporateur, le liquide, donc là on a passage du gaz ici, hein, passage du gaz à l'état liquide. Le liquide se détend encore, refroidit. Et ici, le liquide va s'évaporer pour repasser à l'état gazeux. À ce moment-là, il y a encore un échange thermique, cette fois-ci avec l'intérieur du frigo. Ici, le liquide est à moins 30 degrés. Le frigo ici, 6 degrés. Bah, évidemment, cette fois-ci, c'est l'intérieur du frigo qui va transférer de l'énergie, les aliments en fait, hein, qui va transférer de l'énergie à notre fluide, qui va du coup se réchauffer et s'évaporer. Donc c'est un transfert thermique et qui est reçu par notre système, donc positif. Donc voilà le cycle au niveau d'un frigo. D'accord? Donc notre système reçoit 2 fois de l'énergie sous forme d'un travail électrique au niveau du compresseur et sous forme d'un transfert thermique par chaleur au niveau de l'évaporateur ici. D'accord? Par contre, il perd de l'énergie sous forme thermique au niveau du condenseur vers le milieu extérieur. Alors, on nous demande de compléter le diagramme, hein, qui est exactement ce qu'on vient de faire. Donc, au niveau du fluide frigorigène, il reçoit un travail électrique de la part du compresseur. Ensuite, il donne de l'énergie sous forme thermique au milieu extérieur et il reçoit de l'énergie thermique de la part des aliments qui sont dans le frigo. Donc voilà les échanges que l'on obtient. Alors si on veut faire un bilan énergétique, hein, évidemment, là on aurait reçu W, alors si je les appelle, hein, je vais un tout petit peu plus loin déjà, hein, on a Q1 et Q2, c'est pas les mêmes. On aurait W plus Q2, d'accord, donc ça c'est ce qui est reçu. Et logiquement, si on a des transferts énergétiques, il n'y a pas, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire que ça, là, ce qui est reçu, est égal à ce qui est perdu, c'est-à-dire Q1. On devrait avoir quelque chose comme ça, hein, si on est logique au niveau des échanges énergétiques. D'accord ? Alors, on va le voir après, justement, ces égalités, ces relations entre les différents transferts. Alors, pourquoi le condenseur et l'évaporateur ont-ils des formes de serpentins? Ça, c'est une histoire de surface, c'est-à-dire que si, derrière un frigo, hein, pour avoir la surface la plus grande possible et donc des échanges les plus intéressants possibles, hein, les plus importants possibles, il faut optimiser la surface. Et sur par exemple, le dos du réfrigérateur, évidemment, si je fais ça, d'accord, j'ai moins de surface que si je fais ça. Donc c'est évidemment la forme de serpentin qui nous permet d'avoir une surface la plus grande possible entre notre fluide et le milieu extérieur, donc les échanges les plus importants, sachant qu'on a au maximum 60 degrés à évaporer, hein, évidemment, à perdre vers le milieu extérieur. D'accord? Pareil pour l'intérieur du frigo, hein, c'est en forme de serpentin pour justement optimiser ces échanges. Voilà, j'espère que ça va pour le réfrigérateur. Au niveau donc de la correction, hein, là il n'y a pas trop de problème, juste hop, voilà, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et voilà.
Alors, exemple 3, la pompe à chaleur. Alors, vous avez aussi une petite animation si vous le souhaitez. Alors, c'est toujours la même, vous allez voir, le même principe. Donc, sauf que la pompe à chaleur, c'est pour chauffer cette fois-ci et non plus pour refroidir la maison. Donc, on vous dit que le sol sous nos pieds, l'eau des nappes phréatiques, l'air qui nous entoure, stocke chaque jour de l'énergie. Bah oui, puisque ça rayonne évidemment grâce au soleil et donc on a de l'énergie lumineuse qui arrive et qui peut être stockée par l'air, par le sol, etc. Et donc récupérer cette énergie gratuite et inépuisable, on parle d'énergie renouvelable à cause de ça, et s'en servir pour le chauffage, c'est possible grâce à ce qu'on appelle une pompe à chaleur. Et c'est super pratique. Donc le principe d'une pompe à chaleur, c'est le même que celui du réfrigérateur, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'énergie, des calories à un endroit et on va les rejeter à un autre endroit. Sauf que là, le réfrigérateur prend l'énergie à l'intérieur du frigo pour le rejeter vers l'extérieur, c'est le fluide frigorigène qui capte l'énergie qui se trouve dans le frigo pour le refroidir, alors que là, on va prendre l'énergie au niveau du sol et le rejeter dans la maison. Rejeter l'énergie, la rejeter dans la maison. Donc là, ici, on va avoir toujours les mêmes termes, condenseur, détendeur, d'accord, et on va également avoir un compresseur. Donc au niveau du condenseur, le fluide est à une température qui est la température intérieure de la maison, donc 20 degrés. Il va ensuite passer dans un détendeur. On a vu que dans le détendeur, la pression diminue et la température diminue, la température du fluide. On arrive à moins 15 degrés. Ensuite, on va circuler dans le sol qui va être plus chaud que le fluide. Et donc, le fluide va se réchauffer et récupérer l'énergie du sol. Ensuite, il va être comprimé. Alors, on sait que grâce au compresseur, on comprime, la pression augmente et ça augmente la température du fluide. Donc, on passe à 55 degrés à la sortie du compresseur. Il rentre alors dans la maison où il est à 55 degrés. La maison, évidemment, est plus froide. Donc, il va céder l'énergie. Le fluide va céder de l'énergie à la maison. Donc, on a encore un transfert d'énergie. Donc, c'est toujours le même principe. Alors, vous avez ici un petit schéma simplifié comme celui du réfrigérateur avec la maison, le circuit où va circuler le fluide, le compresseur et le détendeur. D'accord? Alors, on vous donne la température du fluide à la sortie du compresseur, 55 degrés, la température à la sortie du détendeur, moins 15 degrés. Et on vous donne deux relations. Donc, le transfert thermique de l'air entre l'air et l'extérieur, d'accord? Et donc, c'est ce qui se passe, l'échange ici avec l'extérieur. Et l'échange thermique, donc la chaleur qui est rejetée vers l'intérieur de la maison. Et on vous donne aussi une relation avec le travail du compresseur. Oui, le compresseur, là, on est forcé de brancher sur le secteur, c'est-à-dire d'avoir un travail électrique au niveau du compresseur. Et ce travail électrique, on vous donne une relation entre ce travail et la chaleur rejetée vers l'intérieur de la maison. D'accord? Donc là, des relations au niveau des échanges. Alors, on nous demande, indiquer les températures du fluide sur le schéma. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Température du fluide à la sortie du compresseur. Alors, le circuit est dans ce sens. À la sortie du compresseur, on nous dit qu'on est à 55 degrés. Donc, le fluide est chaud. D'accord? Et à la sortie du détendeur, donc on est ici, quand on détend, on refroidit, moins 15 degrés. D'accord? Alors, complétez le diagramme ci-dessous qui modélise les échanges énergétiques d'un chauffage par pompe à chaleur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ici, le fluide est à 55 degrés. La maison est à 20 degrés. C'est du bon sens. Qu'est-ce qui va se passer? Le fluide va donner de l'énergie à l'air intérieur de la maison. Donc, le fluide, lui, va perdre de l'énergie sous forme thermique, mais cette énergie va être récupérée par l'intérieur de la maison qui va du coup se chauffer. Donc, si ici, j'ai mon fluide, alors je vais plus l'appeler frigorigène du coup parce que même si c'est des échanges thermodynamiques, c'est pas la même chose que pour le réfrigérateur puisqu'on va pas refroidir ici mais chauffer. Donc le fluide, il va perdre évidemment, donc il va céder de l'énergie sous forme de chaleur à l'intérieur de la maison. Donc comme il perd, c'est le fluide perd de l'énergie, donc Q est négative. D'accord? Oui, alors j'aurais pu le mettre là, c'est pas grave. Ensuite, au niveau ici, après le détendeur, le fluide est à moins 15 degrés. L'air est à 2 degrés. Alors ça, ce serait une pompe à chaleur où il y a des échanges ici avec l'air. On pourrait avoir la même chose avec un système enterré et des échanges avec le sol. Donc ici,
échange avec l'air. L'air est à 2 degrés, le fluide est à moins 15 degrés. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'air qui va céder de l'énergie au fluide, d'accord, pour réchauffer le fluide. Donc le fluide va recevoir de l'énergie du milieu extérieur, donc de l'air ici, ou du sol. Donc cette fois-ci, c'est un échange qui va être un transfert qui va être positif sous forme de chaleur pour le fluide, qui va recevoir de l'énergie. Et ensuite, où c'est qu'il y a un dernier transfert d'énergie? C'est au niveau du compresseur, c'est-à-dire que là, le fluide, alors il est légèrement plus chaud que il est plus chaud que moins 15 degrés, puisqu'il y a eu échange avec la chaleur, il arrive ici, mais il n'est évidemment pas à 55 degrés. Si l'air est à 2 degrés, il peut être au maximum à 2 degrés, c'est tout. Mais il ne sera pas à 55 degrés. Donc il faut l'action du compresseur pour le réchauffer à 55 degrés. Donc le fluide va recevoir de l'énergie, mais cette fois-ci sous forme de travail électrique. Donc W va être positif ici. Donc voilà ce qui se passe pour les échanges énergétiques pour une pompe à chaleur. On reçoit un transfert thermique de l'extérieur, un travail électrique du compresseur, et par contre on cède un transfert de l'énergie thermique vers l'intérieur de la maison. D'accord? Donc ici, c'est l'extérieur. Hop. Ici, c'est la maison. Et ici, c'est le compresseur. Si on veut tout expliquer. OK? J'espère que ça va. Après, c'est beaucoup de bon sens quand même tout ça. D'accord? Après, il y a des notations, tout ça, mais c'est quand même beaucoup de bon sens. Dès que vous avez des températures différentes, vous allez avoir des échanges thermiques. C'est assez logique. Alors, ensuite, on vous demande de montrer en utilisant les données que le travail du compresseur plus le transfert thermique, l'énergie transférée entre l'air, avec l'air extérieur, d'accord, donc c'est ce transfert qui se fait ici, d'accord, égale moins le transfert thermique, ici, là, entre le fluide et la maison. Alors, on nous donnait des relations ici sur le transfert de l'air entre l'air extérieur et le système et le transfert entre l'intérieur de la maison et le fluide, donc le système, et avec le travail du compresseur. Alors, on y va. On va écrire travail du compresseur plus l'échange thermique avec l'air extérieur. On va exprimer ce qu'on nous dit. C'est le compresseur, c'est moins 0,25. On va expliquer ce que ça veut dire, parce que c'est ça le plus intéressant. De l'échange avec la maison, donc avec l'intérieur, ça c'est le travail du compresseur, plus l'échange entre le fluide et l'air extérieur, c'est moins 0,75 de ce transfert avec la maison. Donc rejeté vers l'intérieur. Bon, je pense que ça va pour tout le monde. On est à moins 0,25, moins 0,75 de la même chose, Q rejeté vers l'intérieur. Donc on arrive à moins 1 de cette énergie rejetée vers l'intérieur de la maison. Donc c'est bien ce qu'il fallait montrer. Alors juste un détail, qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Moins 0,75, moins 0,25. 0,75 c'est 75%. D'accord? 0,25 c'est 25%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que notre fluide, pourquoi il y a un moins? Parce que notre fluide, il va perdre de l'énergie vers l'intérieur de la maison. C'est ça là. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'échange thermique qui se fait avec l'extérieur, c'est ça qui va permettre 75%, qui va constituer les 75% de l'énergie qui va être rejetée vers l'intérieur de la maison. Et le travail du compresseur, lui, donc l'énergie qui est donnée au fluide grâce au compresseur, ne représente que 25% de l'énergie qui va être donnée à la maison. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que pour chauffer ma maison, vous allez me dire, j'ai besoin du compresseur qui est relié au secteur, donc qui va consommer de l'électricité, d'accord, de l'énergie électrique. Sûr, mais la majorité de l'énergie qui permet le chauffage de la maison ne vient pas de cette énergie qui est dépensée par le compresseur, mais vient en majorité à 75% des échanges avec l'extérieur. Donc c'est rentable. Ça veut dire que ce n'est pas le compresseur qui me permet de chauffer, parce que sinon, autant utiliser des radiateurs électriques. D'accord? Donc là, c'est vraiment les échanges avec le milieu extérieur, les échanges thermiques qui ne coûtent rien, gratuitement, qui sont gratuits, qui permettent de chauffer la maison.
D'accord? On a besoin du compresseur, mais globalement, c'est rentable, puisque c'est que 25% de cette énergie qui est fournie par l'énergie du compresseur. D'accord? Donc, c'est intéressant, cette pompe à chaleur. Bon, et ce qu'on vient de montrer, là, cette relation-là, bah, c'est une relation qui nous dit, comme j'avais commencé tout à l'heure avec le réfrigérateur, je crois, oui, bah, il nous dit qu'en fait, il n'y a pas de perte, enfin, il n'y a pas de perte. Rien ne se perd, rien ne se crée au niveau énergétique, hein, d'accord? C'est-à-dire que tout ce qui rentre est égal à tout ce qui sort. Alors, avec une histoire de signe, évidemment, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, parce que notre système, celui qu'on étudie, c'est le fluide, il gagne de l'énergie d'un côté, il en perd de l'autre, d'où le moins. En valeur absolue, ce seraient les mêmes, hein, les mêmes valeurs. D'accord? Alors, dernière question là-dessus. Pourquoi l'utilisation d'un chauffage par pompe à chaleur est-il doublement intéressant? Bah, en fait, je viens de répondre, hein. Au niveau du développement durable, bah, c'est de l'énergie gratuite, c'est-à-dire que bah, vous échangez avec l'extérieur, il n'y a pas besoin d'autre chose. Et d'un point de vue financier, bah, c'est ce que je viens de dire, comme le compresseur ne fournit que, et c'est ça qui nous coûte de l'argent, hein, le coût de l'énergie, 25% de ce qui va être utilisé, et que 75% de ce qui est utilisé, c'est les échanges avec l'extérieur, bah, c'est rentable du coup, donc c'est intéressant. Ensuite, la pompe à chaleur décrite serait-elle utilisable lors d'un hiver très rigoureux avec des températures de moins 18 degrés? Alors, bah, si on réfléchit un tout petit peu, il y a des échanges thermiques entre l'air ou le sol, hein, et notre fluide, parce que notre fluide est plus froid que l'air extérieur. Donc l'air va donner évidemment de l'énergie. Les transferts vont se faire dans ce sens. Si mon air par contre est à moins 18 degrés, il est plus froid que mon fluide, alors là ça ne va pas marcher. Les transferts ne vont pas se faire dans le bon sens. C'est notre fluide qui donnerait de la chaleur à l'air extérieur. Alors là on perd tout, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas d'énergie de l'extérieur. Donc attention, les pompes à chaleur ne seraient pas utilisables partout, c'est-à-dire que dans des endroits où les hivers sont trop froids, bah, ça ne marcherait pas. Donc il faut, faut réfléchir avant d'installer une pompe à chaleur, évidemment. Donc voilà pour tout ça. Alors, petite juste au niveau de la correction, vous pouvez faire pause, hein, pour bien tout regarder, c'est plus propre. Donc voilà pour le schéma qu'on a fait ensemble. Voilà pour la relation qu'on a trouvée. Et voilà pour les explications rédigées, hein, au niveau des deux dernières questions. Au niveau du bilan, alors et on finira là-dessus aujourd'hui. Donc au niveau des bilans énergétiques, alors c'est les relations entre les différents types d'énergie. Alors, on parle d'énergie totale. Alors énergie totale, bah, c'est l'énergie totale qui est la somme en fait de l'énergie mécanique macroscopique, on en a déjà parlé, donc énergie cinétique plus énergie potentielle, et on rajoute l'énergie interne, donc d'origine, on l'a dit, microscopique. Toutes ces énergies sont en joules, et qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, ça veut dire que l'énergie totale, c'est la somme des énergies macroscopiques et des énergies microscopiques. C'est la somme de toutes les énergies possibles. Ensuite, si l'énergie totale stockée varie, bah, ça veut dire que le système a échangé de l'énergie avec d'autres systèmes ou avec d'autres réservoirs d'énergie. Ces échanges se sont faits soit par travail électrique ou mécanique, soit par transfert thermique. D'accord? Donc, si l'énergie totale varie, ça veut dire qu'il y a une variation d'énergie mécanique, ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas, c'est égal à la variation d'énergie mécanique macroscopique, plus la variation d'énergie interne microscopique. Et cette variation d'énergie est égale forcément à la somme des transferts par travail et par chaleur, donc par transfert thermique. D'accord? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie qui disparaît complètement ou qui apparaît. D'accord? Tout est transféré, en fait, tout est converti, c'est tout. Ensuite, dans le cas particulier où il n'y aurait pas de variation d'énergie mécanique, c'est-à-dire que le système ne bouge pas, donc pas de variation d'énergie cinétique ni de variation d'énergie potentielle, ce serait l'énergie interne seulement qui varie, et donc dans ce cas-là, on aurait la variation d'énergie interne qui est égale au transfert par travail et par transfert thermique, à la somme de ces deux transferts. D'accord ? Et pour finir, retenez bien, hein, que par convention, c'est une convention, si le système reçoit de l'énergie, bah, ces transferts sont positifs. Si le système reçoit un travail, il est positif, reçoit un transfert thermique, la chaleur, il est positif. Si par contre il cède, c'est considéré comme négatif. Voilà, voilà. J'espère que ça va pour tout le monde.
Donc, on continuera ensuite avec comment isoler une maison, parce que c'est ça aussi, c'est un problème au niveau thermodynamique. Là, on a vu les échanges, etc. Et justement, à cause de ces échanges, il faut pouvoir isoler les maisons pour qu'il y ait le moins d'échanges possible. C'est ça aussi le but. Des fois, on veut des échanges, des fois, on n'en veut pas. Et là, justement, comment isoler une maison? Vous allez voir, il y a différentes grandeurs qui sont à découvrir et des petites choses à faire pour voir comment on peut faire. Voilà, bon courage à tous!